Freezing cold in ancient usual. You the cold maze, say one freezing cold in ancient usual. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. Jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah ben pour moi la première, toi la deuxième, moi je fais je. Oh, oh. Oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Les Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a parfois oubliées ou mal comprises. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia. Et moi, Philistin Mignou, et nous sommes accompagnés à chacune émission d'une ou d'un invité afin de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur. Et une fois n'est pas coutume, la bobine de ce mois est avec nous dans le studio. Bonjour à vous, Tania Lopère. Bonjour. Bonjour, un grand merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Tania, vous êtes comédienne, actrice, metteuse en scène de théâtre et vous avez une carrière impressionnante. Vous avez récemment publié vos mémoires intitulées « Mémoires d'une comédienne ratée » aux éditions L'Archipel. Alors avant de discuter avec vous de votre carrière, de vos rencontres et d'expliquer le titre de cette biographie, la tradition veut que Marcel Ratafia, ici présente, vous tire le portrait avec sa gouaille légendaire. Est-ce que vous voulez bien ? Oui, bien sûr. Eh bien parfait, c'est à vous, Marcel. Petite, vous êtes new-yorkaise. À la maison, ça défile chez les Lopère. Des stars, des scénaristes, des producteurs. Papa distribue des films, il fréquente même le gratin hollywoodien. Mais pas question que son unique fille fasse du cinoche. Pourtant, de Lee Strasberg à Fellini, d'Hollywood au Swinging London, de Cinecittà au studio parisien, vous avez tourné dans 75 films. Pas mal pour une autoproclamée comédienne ratée. Tania Lopère, alors vous avez sorti donc en 2023 votre biographie intitulée Mémoires d'une comédienne ratée. Et quand on lit votre filmographie, on se demande pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce que j'ai beaucoup d'humour. Et que je trouve que ça me va très bien ce titre. C'est vrai, c'était le titre auquel vous pensiez au départ ou... Au départ, j'avais pensé à illégitime, mais ça ne vend pas beaucoup, légitime. Ou alors on aurait cru que vous étiez une enfant illégitime, peut-être. Oui, aussi. Aussi, peut-être. C'était possible, hein. Alors que là, on est sûr, oui, vos parents sont bien vos parents, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. D'ailleurs, pour vous présenter rapidement, vous êtes né à New York en 1942, vos parents étaient originaires de l'Europe de l'Est, et votre père, qui travaillait comme ingénieur du son, est parvenu à se faire un nom et devenir un grand distributeur à la MGM, puis chez United Artists pour le marché européen. Ce qui vous a amené à traverser l'Atlantique régulièrement. Et vous allez traîner sur les plateaux en France, entre autres, aussi à la Cinecittà, voir ces acteurs, ces techniciens, cette machinerie du cinéma, ce qui va vous motiver à devenir une actrice. Et tout ça malgré le refus de votre père. D'ailleurs, pourquoi, selon vous, ne voulait-il pas que vous deveniez actrice ? Il avait raison. Ah, il avait raison déjà. D'accord. Parce que c'est un métier très difficile, où il faut être très forte. On est humilié, on se sert de vous. Bon, le MeToo movement est formidable, mais est-ce que ça va aller plus loin de ce que c'est aujourd'hui ? Enfin, à mon époque, c'était un métier quand même où il fallait faire des gâteries aux gens, ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Mais c'est comme ça qu'on avait des rôles, quoi. Et mon père, il n'était pas question, j'étais sa fille unique et il ne voulait absolument... Il m'a dit, écoute, si tu veux être metteur en scène, je te produis un film comme metteur en scène, mais je ne veux... comme metteur en scène. C'est ridicule. Mais il n'a rien fait pour m'aider. Je veux dire, il fallait qu'il meure pour que je commence à travailler. Et donc finalement, il a voulu vous protéger alors en refusant de vous aider. C'est ça, selon vous ? Oh, mon père était un personnage compliqué, hein. Je pense qu'il
Il voulait que je me marie, que j'ai des enfants, peut-être, j'en sais rien. Et en tout cas, il voulait pas que vous ayez la carrière que vous avez eue, certainement, mais que vous avez eu envie d'avoir cette carrière pas tout de suite, en fait. Parce que je crois que vous avez voulu être patineuse artistique dans un premier temps assez jeune, et danseuse ensuite. Oui. Enfin, danseuse, j'adorais la danse. Je pourrais pas dire que j'étais une grande danseuse. Mais patinage, oui, j'étais champion patineuse. Et pourquoi, selon vous, vous avez arrêté alors le patinage si vous étiez excellente? J'étais pas assez excellente. J'étais bonne, oui, si on me regardait, j'étais une bonne patineuse, mais je ne pouvais pas être au niveau d'Alain Cama, Alain Giletti et les grands champions, non. Je ne pouvais pas rentrer dans... Et c'est ça que je voulais. Mais si on parle de formation à l'actorat, vous avez été formée, et pas par n'importe qui. Est-ce qu'on peut en parler de cette formation Avec grand plaisir. Oui. Avec qui? Avec Lee Strasberg. Oui, avec Lee Strasberg. Lee Strasberg, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'avais seulement... J'avais des rapports avec lui comme un père. C'est-à-dire qu'il était vraiment mon père. Il était là pour tout. Parce que j'étais tellement paumée et tout ça. Tellement il était là que c'est grâce à lui que j'ai eu des enfants. Parce qu'il m'a dit, tu vas être une bonne mère. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. mais oui, il me disait, il me donnait confiance en moi. Je l'amusais par mes histoires de garçons, voilà. Il rigolait avec moi, il avait des rapports avec moi qu'il avait avec personne d'autre, je pense, vraiment, parce que je le prenais pas tellement au sérieux. Pour moi, c'était un petit bonhomme qui faisait la cuisine, qui écoutait la musique classique, je le faisais rire, je crois. Et je lui posais pas tout le temps des questions, parce que la plupart des actrices qui venaient chez lui parlaient que d'elle. Et moi, je lui parlais de lui. Je dis, mais parle-moi de toi. Et son grand joie et son grand bonheur et son grand espoir, c'était d'être acteur. C'est ça où il a eu le plus de plaisir dans sa vie, c'est être acteur. D'accord. Ah oui. Et même pas professeur et même pas metteur en scène, c'est l'acteur. On pensait pourtant que son destin, c'était d'être un grand pédagogue. Je le dis pour les gens qui ne connaissent pas forcément Lee Strasberg. C'était un grand, oui, un grand. Il était un grand... Et il a fondé l'Actor Studio. Non, il n'a pas fondé l'Actor Studio. Non, il n'a pas fondé. L'Actor Studio est fondé par Cheryl Crawford, qui était une grande productrice, par Robert Lewis, qui était un professeur, et par Harold Clurman, qui était aussi un professeur et metteur en scène. Et ces trois personnes ont demandé à Lee Strasberg d'être le professeur, enfin ça ne s'appelle pas comme ça, le directeur un petit peu artistique de l'école. D'accord. Mais c'est pas lui qui a créé l'Actor Studio, c'est ces trois personnes-là. Oui, on en apprend tous les jours. Oui, on en apprend tous les jours. Est-ce que vous pouvez dire un peu quelle était la méthode de l'Actor Studio, puisqu'elle différait beaucoup des autres écoles qui existaient par ailleurs? À l'époque, oui. Aujourd'hui, tout le monde veut faire ça et le font très mal. Je crois que sa plus grande qualité de Lee Strasberg était qu'il vous apprenait à vous servir de vous-même en tant des choses bien en vous et des choses pas bien en vous. De rien cacher de ses sentiments. D'utiliser ce qui se passe là, en ce moment. Là, je suis là, je vous parle. Qu'est-ce que je ressens je parle de lui. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie, plus que mes parents, qui était là pour tout, quoi. Je veux dire, dans ma vie privée. J'avais des rapports privilégiés avec cet homme, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. D'ailleurs, sa sœur, qui était comme ma sœur, qui est morte, évidemment, il y a 25 ans maintenant, que vous avez vu des photos d'elle. Suzanne Strasberg. Ouais. Elle disait qu'il me voulait comme fille, quoi. C'est la fille dont il rêvait. Je ne sais pas pourquoi, parce que aussi folle que je suis. Mais il rigolait avec moi. Je disais alors, je travaillais beaucoup ma voix, justement pour avoir la voix plus grave. Et je me mettais par terre et il restait comme ça à me regarder, parce que j'habitais beaucoup chez eux l'été. J'allais en vacances chez eux. Enfin, j'étais chez eux, quoi. C'était ma deuxième maison. Vous avez croisé Marilyn Monroe, d'ailleurs, qui était connue pour être l'élève de Lee Strasberg et qui recherchait son enseignement. Enfin, oui, plus que ça.
plus que ça. Peut-être certainement plus que ça, enfin, d'après ce que vous racontez dans le livre, Ouais. ce qui est Ouais. intéressant. Ouais. C'est son refuge c'est comme un refuge chez Strasberg. Oui, pour non. elle. Et elle était très, très malade. Je veux dire, c'était une femme qui était, je ne dirais pas schizophrène, mais quand même, elle était malade. Je Sûrement veux dire, psychotique, oui. à quelqu'un, parce qu'elle habitait dans l'appartement, et un jour, elle marchait à quatre pattes comme un chien, hein, et elle se mettait dans le lit, elle dormait entre les Strasberg et sa femme. Elle était perdue. C'était quelqu'un de timide, je crois qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle était belle comme ça. Et moi, je sais que quand je l'ai rencontrée, je suis restée, moi qui parle tout le temps, je suis restée... Éblouie. Oui, parce qu'elle n'était pas maquillée, elle était en jean, elle était pieds nus sur le canapé blanc chez eux, et elle me posait des questions, et simples. Les grands acteurs que j'ai connus, et je n'ai connu pas mal, sont des gens simples. Les acteurs... Les plus compliqués ou les plus difficiles. Oui, ils ne sont pas les très bons acteurs. C'est ça. Ah. C'est... On aura des noms après, je pense. Raymond Rouleau. Alors, vos débuts dans le cinéma sont, après la formation, sont assez difficiles. Hein, surtout que vous ne tournez pas forcément dans votre langue, parce que vous allez tourner en France, vous allez tourner en Italie, vous allez même commencer... En Angleterre aussi. En Angleterre. Vous avez tourné notamment dans un film de Molinaro qui s'appelle La chasse à l'homme, Oui. et vous êtes même doublé. Vous l'apprenez pas après par Marie Laforêt. Vous l'avez appris une fois que le film est sorti Oui. ou on vous l'a pas dit? Non. Non, bien sûr. Ça, c'était assez typique, hein, je crois. À l'époque, on doublait sans demander tellement l'autorisation. Ça se faisait... Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit. Non, je Oui, pense c'est qu'on ça, a pas oui, le par droit. contrat. Et en fait, et ensuite, vous allez vous retrouver dans un film assez célèbre avec plein d'acteurs. On écoute un petit extrait. Who is a little bit nutty in the head. And is he a psychiatre? For psychiatre. He's a psychiatrist for psychiatrists. Il est fou lui-même un peu. Oui, un peu. Complètement. Oh yes, crazy. Yes, definitely. La femme est très très grosse et alors il a envie d'avoir une femme très belle. She sings always from the Valkyrie. You know the... Elle chante toujours des opéras, des Ah, les petits vins blancs, on voit tous les panels, on est filles sont belles, aux côtés de nos gens. Ah oui, là, j'étais. Elle est très difficile avec lui, elle lui fait toujours mal. Alors, on vient d'entendre un petit extrait donc de What's New Pussycat avec vous, Tania, toute jeune. Je ne connais pas. Mais oui, à côté de Peter Sellers. Vous l'avez reconnu? Non. Non, c'était Peter Sellers qui donnait une petite interview dans une télé française et donc qui imitait, qui chantait le petit vin blanc avec le petit trémolo dans la voix comme ça. Donc vous avez tourné quand même avec Peter Sellers, Woody Allen, Peter O'Toole dans ce film. C'était une expérience incroyable, non? Incroyable parce que, en fait, bon, le producteur était un grand ami de mon père et j'étais pas assez belle, enfin, j'étais pas assez le physique qu'on cherchait à cette époque-là pour avoir un vrai grand rôle. J'avais je crois, un petit rôle, je ne sais même pas ce que c'était. Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de ce film, c'est que Woody Allen a écrit, a joué et tout ça. Il n'était pas connu. Hein. Et là, j'avais la possibilité après de lui téléphoner. Et je pourrais pu faire partie de son monde. On m'a même dit que je ressemblais à lui en tant que femme. mais j'ai jamais osé lui téléphoner, j'ai jamais osé avoir contact avec lui à New York. Et là, il y a, je sais pas, quelques années, peut-être 5-6 ans, il vient à Paris et il joue son clarinette au Théâtre des Champs-Élysées. Et moi, j'aime pas tellement... La clarinette? Ah non. Non, j'aime beaucoup la clarinette. Non, enfin, il joue comme ça. Mais on m'a amené, je ne sais pas comment, pourquoi, dans les loges. Et il y avait toutes les stars, toutes les jeunes actrices qui faisaient la lèche. Oui, on a compris. Et moi, j'étais derrière là, mais vraiment... Et il vient vers moi et il me dit, Tania, il ne m'avait pas vue depuis je ne sais pas combien d'années. Et là, il commence à raconter qu'il a débuté avec moi, à sa femme et à sa sœur. Et il commence à raconter, et les autres actrices attendaient derrière. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit,
pourquoi j'ai pas demandé de tourner avec vous. Voilà l'histoire de Woody Allen. Alors, on a dit que vous aviez été donc formé notamment par Lee Strasberg, et vous tournez ensuite après en France, en Europe. Est-ce que ça a été pour vous un atout, cette méthode, ou presque une difficulté par exemple pour des Français qui ne sont pas du tout habitués à cette méthode? Est-ce que ça a été un frein pour vous, plutôt une chance? Non, c'était pas une chance du tout. D'ailleurs, quand je suis devenue professeur, j'ai enseigné pendant 10 ans, on comprenait pas bien. Et c'est tellement plus richissant, la façon dont il enseignait, que jouait que les mots. En France, on joue pas avec les objets, on joue pas en parlant. C'est cérébral en France peut-être, alors non, que... c'est pire que cérébral, c'est les mots. Vous dites c'est les mots. Ah oui, c'est statique et... Le texte, vous apprenez le texte, c'est comme un italien, et vous dites bla 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 bla. Il n'y a pas de vraie pensée. C'est que quand je vous regarde, j'ai des choses qui me passent par la tête. Des choses gentilles quand même, j'espère. Oui, Bah oui, ça va. Ouais, évidemment. Je ne vous connais pas encore. Hein. Alors ensuite, vous avez tourné donc dans Le Diable par la queue, c'est ça, Marcel? Oui. Un grand film quand même. Bah, j'aimerais en parler parce que... Marcel l'aime beaucoup. Oui, c'est un de mes films préférés que j'ai énormément vu. J'en profite pour passer un petit message à ma sœur. Vous étiez notre personnage préféré dans Le Diable par la queue et on s'appelle Cookie toutes les deux parce que vous appelez Cookie dans le film. C'est génial, vraiment. Ça a été un tournage... Est-ce que c'était en rapport avec le fait que vous avez été marié au neveu d'Yves Montand? Non, il était personne à ce moment-là. Oui. Il n'était pas connu du tout, non. Non, c'était pas du tout parce que, enfin, vous le connaissiez pas en fait tellement Yves Montand à l'époque. Je le connaissais pas du tout. Pas du tout, oui. Je l'avais vu une fois quand il était à Los Angeles avec Marilyn avec mon père. Mon père le connaissait, mais moi je le connaissais pas. Vous le connaissiez de réputation, enfin, vous connaissiez sa carrière, enfin, peut-être. J'ai été le voir chanter. Oui, voilà. Non, oui. Ah oui, j'avais une grande admiration pour lui comme chanteur. C'était un grand chanteur, oui. À New York, à Carnegie Hall et tout ça, quand j'avais 15 ans, enfin, j'étais devant lui comme j'aurais pu être devant Sinatra ou des gens comme ça. Mais je ne le connaissais pas, non. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez donc épousé Jean-Louis Livy, qui était son neveu à Yves Montand, qui est devenu agent par la suite. Oui. Mais Montand, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour son neveu, n'a pas fait grand-chose non plus. C'est un personnage assez particulier, Montand, quand même. Et vous le retrouvez donc sur Le Diable par la queue de Philippe de Broca. Quels ont été vos rapports avec lui, avec celui... Ah, il a été formidable avec moi. Moi, si je parle de lui d'une façon dure, c'est pas par rapport à moi, c'est plutôt par rapport à Simone Signoret. De quoi je me mêle, je veux dire, ça me regarde pas quelque part, mais j'ai vécu vraiment dans cette famille pendant 23 ans. Et j'ai vu beaucoup de choses. Oui, parce que Simone Signoret, effectivement, vous la retrouvez à la fin de sa vie. Elle a que 64 ans, je crois, quand elle décède. Oui, elle était aveugle déjà. Elle était aveugle, elle était dans un état... C'est vrai qu'on sent qu'elle avait subi beaucoup d'épreuves dans la vie, notamment de la part de Yves Montand, qui lui a fait la vie dure, on est d'accord? La vie dure, oui. Enfin, la vie dure. Il n'a pas été amoureux de Marilyn non plus. Il me l'a raconté, lui. Alors. Ah oui? Non, elle, oui, mais c'était une histoire du film. Oui, Le Millionnaire. Oui, mais lui, il n'était pas amoureux d'elle, non. Il a juste profité de l'occasion. Ouais. Il était flatté. Il était flatté, oui. Elle était une grande star, elle était belle, mais il me l'a raconté. Alors, c'est comme si je peux pas inventer quelque chose. Et il me disait, les histoires d'amour durent 10 ans. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'il me disait. Mais... Jean-Louis Livy n'était pas du tout connu. Il était dans une chambre de bonne. C'est là où je l'ai connu. Et à force de vouloir travailler acharné parce que personne ne l'aidait, enfin moi un peu, même beaucoup, par rapport à mon père, mais il a vraiment gagné ses crédits et ses éloges et tout ce qu'on veut. Tout seul, par lui-même. Ah oui, par lui-même. Oui, sans l'aide de sa famille. Quelle famille là. Son père était à la CGT et parlait pas avec Montand. Non, il était
il a voulu, quoi. Et jusqu'à maintenant, mais il dit qu'il veut plus faire du cinéma, mais à mon avis, il en fera jusqu'à sa mort. Hein. Et donc, dans ce film, Le Diable par la queue, vous avez d'autres partenaires célèbres. Vous avez quand même Madeleine Renaud, Oui. vous avez Jean Rochefort, vous avez Marthe Keller, vous avez du beau monde. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous, ce tournage ? Parce que le film est très joyeux, donc on se dit que ça peut être... Alors oui et non, parce que je parlais très mal le français. Et les gens n'étaient pas très très gentils avec moi. C'est vrai ? Oui, non, à part mon temps. Parce que Marthe Keller non plus parlait mal français, non ? Oui, alors là, je l'ai voulu interviewer pour mon livre. Ah oui ? Justement, oui. Et elle m'a dit, mais Tania, je parle et parle français. C'était mon obsession de pouvoir dire les répliques. Je ne peux pas te parler de toi, de te dire par la queue. Elle m'a dit, j'ai rien à dire. On était dans deux étrangères. Et j'aime beaucoup Marthe Keller. Et vous êtes particulièrement drôle dans ce film Le Diable par la queue. Enfin, moi, je connais vos scènes par cœur. Merde, tes cheveux, ça restera un grand classique. C'est génial. Que vous dites à Jean-Pierre Mariel qui fait tomber son toupet, hein, comme on dit, oui, voilà. sa perruque. Sa perruque. De qui parlez-vous? Tu sais bien. Allez, ouvre. Non, non, c'est bon. Bien. Merde, tes cheveux. Et en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que dans votre livre, j'apprends que finalement, vous rêviez un peu d'être comme Vanessa Redgrave, par exemple, ou des grandes actrices plutôt pas tragiques forcément, mais tragique, quand même, on va le dire, tragique. Et pour moi, vous aviez un potentiel comique, une nature comique, comme on dit. Et d'ailleurs, j'ai pas l'impression de m'être trompée totalement, puisque vous citez Claude Berry, qui a beaucoup insisté sur cette capacité que vous aviez à jouer la comédie. Écoutez, j'ai raté ma carrière. Oui. C'est le titre du livre en même temps. Hein, oui, et ça va avec le titre du livre, parce que c'est vrai. J'ai raté ma carrière. Je voulais être une grande tragédienne, Maria Carazares, surtout Vanessa Redgrave, pour moi c'est la plus grande actrice. Mais j'aimais pleurer, je voulais pleurer, et je faisais rire, et je fais rire toujours. Alors maintenant, j'accepte, mais dans la vie. Mais avant, je prenais ça comme une insulte. Et Claude Berry qui voulait faire un bande dessinée avec moi, Tania la neige, Tania Paris. Comme Martine, d'accord. Voilà. C'est ça. Et j'étais horrifiée, je l'insultais. Il me disait, mais tu choisis vraiment mal tes films. Et il me disait, il avait raison. Et ensuite, vous avez peut-être une chance de pouvoir faire un peu une tragédie. C'était en tournant avec Fellini sur Satyricon. Là, vous avez dû vous dire, ah, enfin. Ouais, enfin. Et sauf que vous avez pas mal poireauté, si je dis pas de bêtises, sur le plateau. Ah oui, j'ai poireauté 3 semaines à 5h du matin, tous les matins, parce que j'ai pas été, quand il m'a demandé, je tournais un autre film, un petit rôle avec Marcel Bozufi, l'américain, et je suis pas arrivée à Rome le jour qu'il m'a demandé. Maestro, on fait pas ça. Aïe. Ah oui, il avait rigolo, mais pas tant que ça. Ah non, il était... J'ai raté lui aussi, parce que franchement, j'étais avec un génie et je suis passée à côté de lui. Je pense que j'aurais pu lui plaire plus que... Je sais pas, j'ai passé à côté de lui, j'ai passé à côté de beaucoup de personnes en fait. Mais on vous voit quand même dans le Satyricon. Oui, même 2 fois, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? Oui. Dans 2 rôles différents. L'empereur... Oui. Mais rôle masculin d'ailleurs. Ah, oui, incroyable. Alors ça, les gens me parlent de ce film... mais je passe, on me voit pas longtemps. Comment est-ce qu'on peut se souvenir de ça? Ça me vraiment, oui. Parce que les gens voient les films 20 fois, 30 fois, c'est pour ça. Oui, comme Marcel avec Cookie. Et oui, puis voilà. Ça, c'est un vrai compliment là, parce que alors, j'ai jamais revu le film. Hein. C'est étonnant. Ensuite, vous avez aussi tourné avec Marco Ferreri, un autre Italien, c'est ça Oui. Qui est un grand souvenir pour vous de cinéma. Ouais. Alors, il m'a engagé et il m'a dit, après une répétition, je ne veux pas le dire, parce que ça fait tellement prétentieux, mais ça le fait vivre, parce que c'était quelqu'un de tellement d'artistique. Il me dit, mais c'est une grande actrice. Je l'ai regardé. J'ai dit, de quoi tu parles? Et alors, il me dit, mais moi, tu sais pourquoi je t'ai engagé? Tu ressembles à un travelot. Sympa, Marco.
Non, mais il était génial, cet homme. Et j'avais des rapports avec lui extraordinaires. Et j'ai tourné 2 fois avec lui. Donc les films, vous pouvez les nommer? Oui, Conte à la folie ordinaire avec Ben Gazzara. Et puis Storia de Piera avec Isabelle Huppert. Et Anna Chugula, avec lequel je me suis très mal entendue. Mais alors, très mal entendue. C'est pas quelqu'un pour laquelle j'ai des bons souvenirs. Oui, parce que finalement, vous parlez donc de ce bon souvenir avec Marco Ferreri. Et ça fait partie des rares tournages où vous avez finalement des bons souvenirs. Vous parlez beaucoup de tournages pour vous qui ont été difficiles ou avec qui ça s'est bien passé également comme réalisateur. Ça s'est bien passé avec Claude Lelouch. Oui. Ça s'est bien passé avec Pierre Granet de Fer, avec qui j'ai tourné 2 fois. Ça s'est bien passé avec... je l'ai tourné avec tellement. Avec Téchiné, avec... Oui, Téchiné, ça a l'air d'être une grande expérience pour vous. Un cinéma dont vous vous sentez proche. Oui. À tout point de vue. Et humainement, et devant la caméra. Ah non. Mais oui, avec Téchiné... c'est un grand metteur en scène. Il a une façon de peindre quand il tourne. Il a une façon de tourner que personne n'a. C'est un très très grand metteur en scène. Pourtant, il n'est pas réputé pour être facile non plus, Téchiné. Ah non, donc en fait, tous les réalisateurs les plus difficiles en apparence sont vos amis et sont ceux avec qui vous êtes le mieux entendu. C'est étonnant quand même. Lelouch, il a l'air sympa. Non, Lelouch, il est sympa. Je crois. Tous les acteurs l'adorent. Vous auriez pu tourner avec Moki. Vous n'avez pas jamais tourné avec Moki? Ouais, ça vous aurait été, non, Moki? Oui. Non, je ne l'ai jamais vu en plus. C'est vrai? Ça alors? T'es trop petit. J'ai jamais vu. Pourtant, j'ai vu quand même beaucoup. Enfin, la plupart de cette époque-là. Brigitte Bardot, que vous avez également rencontrée, Bébé, vous l'avez rencontrée sur le boulevard du Rhum de Robert Enrico. Avant, je l'ai rencontrée sur Les Femmes. Ah, d'accord. Ok. De Jean Aurel. D'accord. Ah oui, d'accord. En tout cas, vous la revoyez donc dans Boulevard du Rhum. Ouais. Et elle vous a suggéré ensuite d'arrêter le métier en disant « Mais pourquoi tu continues à faire ce métier? On est tellement mieux sans, c'est plus rigolo. » Alors pourquoi vous avez continué alors? Pourquoi vous n'avez pas écouté Bébé? J'aurais dû. Faut pas écouter Bébé pour tout. Hein. Ah non, j'aurais dû, vraiment. Est-ce que ça vous a surpris qu'elle vous dise ça? Non, pas du tout. Elle détestait ce métier. Elle n'aimait pas ce métier. Elle était là. Elle était d'une beauté. Elle était d'une gentillesse quand elle aimait. Parce que pour ces gens-là, quand on vous aime, on vous aime. Mais quand on vous aime pas, bonjour. Mais moi, je me suis bien entendue avec elle. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Elle a même parlé de moi dans son livre, ce qui m'a étonnée, mais bon. Et vous parlez aussi de Katharine Hepburn, que vous avez croisée sur un tournage quand vous étiez enfant, sur... Summertime. Summertime, oui. Les vacances à Venise. Vacances à Venise, pardon. Que t'es pas loin. fastoche, hein. Non. Pas facile, Katharine Hepburn. Est-ce que ça fait partie des actrices comiques que vous auriez pu avoir en inspiration? Parce que finalement, aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus de grandes actrices comiques que dans les autres pays. Oui, mais pas elle. Elle, c'était une grande actrice. Mais je dirais plutôt Martha Ray, que vous ne connaissez pas, qui était une comique. Martha Ray? Oui, vous connaissez? Si. Enfin, Marcel, elle connaît tout le monde. Oui, vous devriez connaître parce que vous aimez toute cette époque. Absolument, ouais. J'ai connu, comment elle s'appelle, Mae West. Mae West, c'est incroyable, Mae West. Ouais. Ça, c'est des actrices comiques. Ou très drôle. Ida Lupino, mais que je n'ai pas connue, mais qui était... Elle était drôle aussi? Mais je ne l'ai pas connue, mais oui. Ou I Love Lucy. Lucy Ball. Lucille Ball, alors là, quand même. La marade avec Lucille. Et Barbara Stanwyck. Oui, non, mais je ne l'ai pas connue. Non, mais vous avez vu ses films peut-être quand vous étiez petite. Évidemment. Mais c'était une époque de ma vie que j'étais vraiment une petite fille. Oui, tout à fait. Je n'ai même connu une, c'est Betty Davis. Ah oui. Qui était vraiment une salope. Elle était vraiment méchante. Je voudrais pas que tu t'imagines que toi et moi, t'es partis pour longtemps, hein. Oh, mais tu plaisantes, non. Au contraire, tu montes une épine du pied. J'avais tellement peur que tu tombes amoureuse de moi. Moi? Oh, Caris. Ah, c'est agréable. Remarque, elles disent tout ça et puis pouf, elles tombent comme des mouches. Je vais faire un effort pour être la mouche qui va être exception à la règle. Enfin, si malgré toi, malgré moi, mon charme commençait à opérer, à faire trop de ravages, dis-le-moi franchement, hein. Non, mais je me surveillerai, je freinerai. Quoi? Mon charme. Parce que jusqu'à présent, je me suis tenu à carreau, mais tu sais, avec le charme, on n'est jamais sûr de rien. C'est comme le lait, ça a toujours tendance à déborder. Alors, est-ce que vous avez reconnu, Tania, cet extrait des Jeux de la nuit? J'allais dire Claude Brasseur, je le reconnais. Avec Claude Brasseur, voilà. Mais pas moi. Pas vous?
Bah ça alors. Pourtant, nous, on vous reconnaît. Bah oui, on vous reconnaît pourtant. Bah oui. Alors effectivement, vous allez ensuite, parallèlement à votre carrière au cinéma, commencer à vous lancer dans le théâtre en France, et vous allez finalement trouver une sorte d'épanouissement au théâtre que vous n'aviez peut-être pas trouvé au cinéma, parce que justement, vous donnez peut-être des rôles plus intéressants également, et notamment dans Les Jeux de la Nuit. Une très belle expérience pour vous, n'est-ce pas? Oui. Avec Claude Brasseur. Ah, c'était un grand succès. Ça, on l'a joué 500 fois. Ils ont même voulu faire un film. Bon, le film s'est pas fait, mais personne n'y croyait dans cette aventure. Il y a 18 théâtres qui ont refusé de monter la pièce. On ne trouvait pas l'argent. Moi, j'ai mis mon appartement à hypothèque parce que je disais c'est le rôle de ma vie. Le soir de la Générale, tout d'un coup, ça a décollé. Et ça a été vraiment un incroyable succès de cette pièce. Et de Claude. Claude est devenu une vedette après cette pièce-là au cinéma. C'est ça qui l'a lancé aussi, vous pensez? Oui, je sais. Oui. J'étais là. Témoin. Vous avez conservé une amitié avec Claude jusqu'au bout. Oui. Alors, vous avez également été dirigé par Roger Planchon. Et Roger Planchon qui un jour va venir vous voir, donc, je crois, jouer à New York. Et vous avez une difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à incarner cette méchante, quelqu'un qui doit être... on vous dit que vous devez être méchante comme ça, et vous n'arrivez pas à jouer. Et lui, il vous dit, mais tu sais, Tania, tu ne peux pas tout jouer. Tu ne peux pas jouer une méchante, c'est pas toi, tu ne peux pas tout jouer. Oui, il m'a dit non. C'est une belle leçon, ça, quand même. De dire à un acteur, tu ne peux pas tout jouer. C'est quelque chose que Lee Strasberg n'aurait jamais approuvé, ça. Et ça, il a tort. Parce qu'on ne peut pas tout jouer. Et Roger Planchon, pour laquelle j'ai une amitié, une admiration, il était extraordinaire, mais vraiment un de mes meilleurs souvenirs dans ma vie était mes 1 an et demi avec Roger Planchon et la troupe. Et malheureusement, ce métier, c'est là où mon père avait raison. À la fin de la vie de Planchon, j'étais le voir jouer avec sa femme, c'était un cadeau qu'il lui a fait dans une pièce de Georges Genet. Et il n'y avait personne dans la salle. C'est-à-dire, il n'était plus rien. Je sais pas comment ce métier est ça. Aujourd'hui, vous êtes connu, demain, vous êtes personne. Justement, votre livre parle de ça, vous parle de ce métier, c'est fait de frustration, de carrières qui peuvent s'arrêter, qui peuvent reprendre, on ne sait pas pourquoi, de désir. C'est un métier difficile, vous le disiez tout à l'heure. Ah, c'est un métier où on peut que souffrir, puisqu'on attend le regard de l'autre. Et si le regard de l'autre ne correspond pas à ce qu'il veut, il vous coupe ou il vous filme pas ou je sais pas. Et en même temps, j'ai un souvenir quand on parle de tout ça plutôt gai. Je me suis dit bon non, je m'en fous, c'est vieux, c'est une autre vie. Mais là, quand on parle de ça, oui, c'était formidable. Vous avez ensuite fait pas mal de pièces au théâtre, et vous avez même décidé à un moment de mettre... En scène, effectivement. Ouais. Et juste avant, vous avez quand même, entre-temps, vous avez mis une pause dans votre carrière de comédienne au cinéma. Vous avez décidé un petit peu d'arrêter après le décès de votre mère. J'ai demandé, j'ai décidé non. On me demandait plus. Non, mais si je dis pas de bêtises, après le décès de votre maman, vous avez voulu un petit peu arrêter aussi ce métier comme en 91. J'ai voulu arrêter, mais si on m'avait demandé, je serais retournée. Oui. On me demandait pas. Je veux dire... À votre avis, là, en 91, vous aviez à peu près quel âge? 50 ans. 50, ouais. C'est pas un âge facile quand on est actrice. Oui, mais c'est pas pour ça. J'ai toujours été tellement étrange où est-ce qu'on me mettait, je veux dire, et où est-ce qu'on peut me mettre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est impossible. Mais je crois que finalement, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que j'étais pas une bonne actrice. J'étais une personnalité. Une nature, comme on dit. Enfin, en France, on dit ça un peu, une nature. Une nature, c'est encore mieux. Une personnalité. Enfin, j'étais bizarre. Je suis comme je suis devant vous. Je raconte ce que facilement. J'ai pas voilà. Mais j'étais pas ce que je voulais être. Et après le livre pose aussi une question intéressante, je trouve. C'est qu'est-ce qui est important quand on est comédien? Est-ce que c'est d'être célèbre, d'avoir une célébrité presque qu'on se souvienne de vous dans un film? Ou est-ce que c'est aussi le plaisir de travailler toute sa vie? Quand on voit votre filmographie, elle est immense. Finalement, c'est ça aussi le succès, c'est de travailler toute sa vie.
J'ai pas travaillé toute ma vie. D'ailleurs, j'ai arrêté. J'ai enseigné. Vous J'ai avez fait enseigné, la mise voilà. en scène. Non, j'ai jamais arrêté de travailler. C'est ça. Mais là, oui, là, j'ai arrêté avec ce livre. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. Il faut que je trouve d'occupation. C'est pas possible. Un deuxième livre? Oh oui, c'est ça. Il y a d'autres anecdotes, je suis sûr. Alors, c'est pas aussi parce que vous avez une carrière qui s'est faite aux États-Unis, en Europe, on a dit, en France, en Italie. Où est-ce que vous vous êtes senti le plus chez vous en tant que comédienne? Est-ce que vous vous êtes senti le mieux? Dans quel endroit? En France. En France? Parce que je me sens française. Ah. Et mon grand désespoir dans ma vie, est-ce que si j'ai un regret, je n'ai pas beaucoup de regrets, mais c'est que j'ai tellement travaillé pour pas avoir l'accent et je ne suis pas arrivée. Et ça, quand les gens n'entendent pas, je suis heureuse. Eh ben, c'est pas vrai. Parce Je que n'ai moi, pas dans marqué. le Diable par la queue, je l'ai vu 50 fois, je pensais que vous aviez un accent snob. Mais alors, absolument pas américain. J'aurais jamais pensé que vous étiez américaine. Bon? Alors là, vraiment, je vais partir d'ici. Sur un petit nuage. Oui. Pour terminer, Tania, on pensait avec Marcel vous faire jouer un petit jeu. On va Ouais. essayer un petit jeu qui va faire appel à votre mémoire, mais vous inquiétez pas, on va... Ah oui, la mémoire, ça va. Oui, ça va, on l'a vu. Justement, alors c'est un jeu qui s'appelle « Qui a sorti cette punchline ?» Parce que comme on l'a dit, votre livre regorge de réflexions sur votre personnalité, à votre rencontre qui sont plus ou moins agréables. Et le but, c'est d'en retrouver l'auteur ou l'autrice. Va te laver le visage ou bien je le ferai pour toi. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, ah oui déjà donc Excellent. à l'époque de Summertime justement c'est ce qu'elle vous avait dit la première fois qu'elle vous rencontre. Donc pas très sympa Pas avec très les sympa. gamines, hein, Katharine. Ouais. Non. Et pourtant, je crois que vous m'avez dit que vous vouliez écrire un livre sur votre père et que vous l'aviez contacté et qu'elle vous avait répondu Ah oui. assez spontanément. Ouais. Ah oui, non, on a le temps, l'histoire est très belle sur elle. On m'avait dit, envoie-lui un tout petit bouquet de fleurs avec un mot que... Voilà. Et je vivais chez un ami à moi qui avait un très bel appartement à New York. Et je rentre dans l'appartement et il y avait un message de elle pour que je la rappelle. Et je la rappelle et la personne au bout de fil me dit « C'est la part de qui ?» Et je dis « Moi. » Et elle m'a dit « C'est moi. » Et j'avais enregistré, j'ai l'enregistrement chez moi encore. Ah oui? J'avais enregistré, oui. La voix, le message. Le message. Et je dis, écoutez, j'essaie d'écrire un livre sur mon père. J'aurais voulu savoir comment ça s'est passé le tournage. Je sais qu'avec David Lean, il ne se sentait pas du tout. Et elle m'a dit, écoutez, je ne veux pas parler de votre père. Je ne veux pas dire du mal de lui. Mais pourquoi vous ne venez pas avec vos enfants, parce que je dis j'avais des enfants, prendre un thé chez moi. Alors, elle m'a dit, je vais vous envoyer l'adresse et tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir de parler avec vous. Et je raccroche. Et je dis ça à ma mère, qui était encore en vie. Elle me dit, mais vas-y. Et je dis, je peux pas. Et ça, c'est un regret, quand même. Je comprends. Ça, j'ai le mot qu'elle m'a écrit. Ou elle, ou quelqu'un. Mais avec son adresse et son... Mais bon, ça, c'est un regret, quand même, parce que bon... moi, j'ai rien demandé. Et... Elle aurait forcément eu des choses à vous dire. Je ne vous sais pas. savez pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon. Mais elle était déjà très âgée. Hein, et seule. Et toutes ces actrices seules. C'est étonnant. Ouais. Alors, deuxième citation, Marcel, si vous voulez. Vos yeux sont plus beaux dans la réalité que sur les photos. Pierre Goldman. Pierre Goldman, effectivement. Dont un film va sortir sur Pierre Goldman. Oui, là, de Cédric Kahn, qui apparemment est formidable d'ailleurs. Oui. Alors Pierre Goldman, vous avez entretenu une relation épistolaire, donc par lettre, avec lui, pendant son procès. Et j'étais à son procès, et je l'ai connu parce que quand il est sorti de prison, il est venu me voir. Et j'ai une correspondance avec lui pendant 6 ans en prison, fantastique, quoi. Je veux dire... il m'a appris beaucoup de choses, il était brillant. Pierre Goldman a compté beaucoup dans ma jeunesse. Je vais rappeler rapidement qui c'était. Effectivement, c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, mais c'est surtout un grand militant quelque part d'extrême gauche qui a commis c'était quoi? Qui était accusé d'un meurtre d'un meurtre bijoutière, je crois. Oui, qu'il a cambriolé. Non, pharmacie. Richard Lenoir. C'est ça, pharmacienne, c'est vrai. Oui. Et il a fini par être assassiné d'ailleurs. Oui, dans la rue. Par les flics. Alors qu'il avait été, donc, après le procès, acquitté, faute de preuves, si je dis pas de bêtises. Oui, il était acquitté, il est venu me voir, j'ai raconté tout à l'heure, il est venu me voir et
il voulait faire du cinéma. Et en fait, il savait beaucoup de choses sur moi parce que jamais j'ai parlé de moi en tant qu'actrice ou en tant que mariée. Je ne sais pas comment, pourquoi. Il savait. Il savait beaucoup de choses sur moi. Alors, troisième citation. Comment peux-tu envisager d'être actrice quand tu vois une beauté pareille ? Mon père. Votre père à propos de Faye Dunaway Oui. et sur vous. Ouais. C'est violent quand même, ça, dis donc. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est la vérité. Il a voulu vous épargner aussi. Non, mais c'est la vérité. Oui. Quand elle était à cette époque-là, quand il a dit ça, elle était toujours très belle jusqu'à ce qu'elle s'est trop. Mais Oui. bon. Mais elle était d'une beauté à tomber par terre. Mais c'est vrai, comment on peut faire une carrière quand on est Faye Dunaway? Et moi, non, mais il avait raison. Ah, vous arrivez quand même à le soutenir, votre père, là-dessus. Ah, mais je trouve qu'il a eu raison. Parce qu'elle était à cette époque-là, à tomber par terre. Mais ça n'empêche pas d'être actrice. Tout le monde ne ressemble pas à oui. Faye Dunaway. Et puis c'est pas... Il n'y a pas besoin d'être forcément en plus Faye Oui, Dunaway. mais enfin, à cette époque-là, quand même, il fallait être très, très belle. Hein. Il fallait quand même... Aujourd'hui, ça a changé avec De Niro, Pacino, tout ça. Mais à l'époque, quand même, il fallait être blonde aux yeux bleus, ingénue, voilà. Avant de savoir jouer, il valait mieux être belle pour commencer une carrière. C'était plus simple. Au cinéma, oui. Prochaine citation, Marcel, si vous voulez bien. I wanna jump your bones. Burt Reynolds. Ah oui. Burt Reynolds qui vous a dit... Donc, sur Navajo, je conseille la bande originale signée Ennio Morricone. Ah oui, évidemment. Marcel aime beaucoup aussi Ennio Morricone. Moi aussi. I Wanna Jump Your Bones, c'est assez direct de la part de Burt Reynolds. C'est cash. Écoutez, j'étais jeune, hein, et c'était incroyable de dire une chose pareille. Alors ça veut dire en substance... Oh ben, si on traduit, on peut pas. Je vous laisse le dire. Non, mais on peut pas le traduire. Si on le traduit, c'est que je veux sauter. Sauter sur les os. Ouais. C'est bizarre. Oui, ça fait pas la même chose. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était moins poétique. C'était spécial. Vous avez une petite histoire d'ailleurs, c'était assez mignon parce que c'était Clint Eastwood qui servait de messager avec la lettre. Vous l'avez rencontré en Espagne? Oui, j'ai tourné un film qui s'appelle Navajo avec lui. Et ce qui est triste, c'est qu'il m'a écrit une très très belle lettre que Clint Eastwood. Ça a l'air incroyable. C'est incroyable. C'est non. En tout cas, qu'il m'a remise et je l'ai perdu cette lettre. C'est dommage. Ah. J'ai perdu beaucoup de choses comme ça. J'ai jeté des choses. Mais vous avez la cassette de Catherine Hepburn. Il aurait aimé vous revoir et finalement, un rendez-vous manqué. L'histoire n'a pas continué. Non. Et heureusement, parce que le livre de Sally Field, qui est un livre magnifique, je ne sais pas si c'est traduit. Elle a été mariée à Burt... Enfin, elle a vécu longtemps avec Burt Reynolds. Elle le déteste. Ah bon? Mais c'est un très très beau livre, c'est très bien écrit. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Ah, peut-être pas, mais en tout cas, Sally Field, c'est une grande actrice. D'accord. Elle regrette. Ah oui, elle regrette, carrément. Bon. Alors, nouvelle citation... Tu es une grande actrice, dis-lui d'aller se faire foutre. Ça, c'est Marco Ferreri. Marco Ferreri qui vous disait ça parce que je crois que c'était un des metteurs en scène qui vous demandait de jouer comme Arletty. Vous n'y arriviez. Je ne vous dirai pas le nom, un metteur en scène de théâtre. Après, on pourra couper si vous voulez. Savoir. On verra hors antenne alors, d'accord. Bon, en tout cas, Marco Ferreri qui vous a toujours soutenu et qui lui a dit comme ça avec son franc-parler, dis-lui d'aller se faire foutre. Marcel, le prochain. Mais qui est cette actrice qui veut se faire remarquer par des prouesses dignes de la Lecteur Studio? Apprends donc ton métier, ma petite. Simone Signoret. Ouais. Simone Signoret, c'était sur le tournage de l'Américain, je crois, de Marcel Bozzuffi, c'est ça? Donc oui, elle n'était pas tendre non plus avec vous. Ah non, elle était méchante avec moi, mais elle venait me voir jouer toutes les pièces que j'ai jouées avec mon temps. Il venait me voir jouer. Et ça, bon, il disait, elle travaille, elle n'est pas comme Catherine Allégret. Ils sont toujours venus. Donc, je peux pas dire... Mais elle était assez peau de vache, on peut dire. Mais à la fin de sa vie, elle était venue vous voir... Non, elle n'est pas venue me voir, c'est moi qui... Ah non, ah oui, pardon. C'est moi qui étais allée la voir dans sa maison de campagne, avec mes 2 enfants. Et elle était assez... Enfin, c'est vrai que on sent que c'était une femme à la fin de sa vie qui était assez triste. Elle a tourné dans des grands films. Mais elle ne pouvait pas voir. Elle était aveugle, oui. Elle était aveugle, et puis après, elle a eu un cancer. Je veux dire que... non, elle a eu une vie, cette femme. Elle a souffert quand même. Ah oui. Avec un homme comme ça, je veux dire... Enfin, je pense, je ne connais pas non plus. J'étais pas dans la chambre à coucher. Sûrement pas. Mais bon, il n'était pas facile, mon temps. Il n'était pas facile. Et elle était brillante quand même. Et elle écrivait bien. Elle a écrit 2 livres magnifiques. Alors, prochaine citation, je m'excuse par avance. Hein. Ouais, excuse-toi. Ouais, désolé. Quand on dit moteur, ça me fait bander.
Ça, c'est Depardieu. Depardieu. J'ai tenté une imitation, hein, c'était pas... c'était pas terrible. Depardieu, donc sur la rude journée pour la reine de René Alliot, et il vous dit ça, donc avec son franc-parler habituel également. Bon, c'est Depardieu. Lui, il avait 24 ans et moi 30 ans, et je lui disais, quand il est parti du tournage, j'ai dit, Elisabeth, sa femme, devait accoucher de Guillaume, le fils, et je lui écoute, dans 6 mois, t'es une star. Et dans 6 mois, il était une star. Ah, vous aviez des prédictions comme ça. Non, mais c'est un grand acteur. Non. Ça se voyait déjà, vous voulez dire. Non, il y a peu de grands acteurs, mais lui, il a... Alors allez-y, oui, peut-être la dernière à ce moment-là. Au moins mon cul sauve la mise en scène. Au moins mon cul sauve la mise en scène. Mon cul sauve la mise en scène. Vous aviez un sans Au moins faute mon cul jusque-là. sauve la mise en scène. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Ouais, c'est peut-être le plus dur, mais c'est quelqu'un qui est dans ce studio. Qui est dans ce studio. C'est vous, Tania. C'est vous, Tania. C'est vous qui avez dit ça sur le tournage de Téchiné. Ah oui, les temps qui changent, parce que vous êtes filmé en maillot de bain. Oui. Ouais. Ah oui, André, il trouvait que j'avais un corps, même peut-être pas aujourd'hui, mais il y a 2 ans déjà, il revenait pas que... Voilà. Que vous soyez aussi bien faite. Mais je sais pas, oui, lui, il trouvait que j'étais bien faite, il y a d'autres personnes qui me trouvent que je suis très mal faite. Et je suis très mal faite en plus, c'est ça. Alors c'est la fin des bobines, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à vous, Tania Lopère. Merci à vous. On rappelle le nom de votre autobiographie, Mémoire d'une comédienne ratée, aux éditions L'Archipel. Alors est-ce que vous profitez de votre retraite là maintenant, ou est-ce qu'on vous reverra sur les écrans bientôt? Ou sur les planches? Sur les planches peut-être? Qui veut de moi aujourd'hui? Qui sait? On lance un appel. Non, je lance pas d'appel. Alors merci à vous en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci on conseille à tous les auditeurs de lire ce livre. Merci à vous Marcel, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci, ciao à tous. Something.